Bonjour à tous et bienvenue dans Overtime, votre podcast dédié à l'actualité des sports auto américains. Pour m'accompagner cette semaine pour parler évidemment de tout ce qui se passe du côté de Daytona, mais également d'IndyCar avec la finale qui a lieu du côté de Nashville, puisque c'est une information qui est tombée dans la semaine, c'est Lilian. Salut Lilian. Salut Geoffroy, bonjour à tous. Alors Lilian, le programme est conséquent aujourd'hui pour ce numéro d'Overtime. On va revenir bien évidemment sur les qualifications dans leur ensemble pour les Daytona 500, donc les qualifs de mercredi, les duels de jeudi. On fera un focus sur la grille de départ. On vous parlera des horaires et de la météo pour ce dimanche. Et on terminera avec de l'IndyCar qui a annoncé le transfert de sa finale du centre-ville de Nashville au Nashville Super Speedway qui est à quelques kilomètres à l'est de Nashville. On aura de quoi faire. Je te le confirme. Allez, on commence tout de suite dans le vif du sujet, Lilian, avec les qualifications. Donc les qualifications pour les Daytona 500, c'est toujours particulier. Vous en avez l'habitude. Ça s'articule sur 2 jours, le mercredi et le jeudi, c'est le cas depuis plusieurs saisons maintenant. Le mercredi, les qualifications qui permettent d'établir la première ligne de la grille de départ et de connaître les 2 pilotes open qui seront qualifiés au temps. Et le jeudi, les 2 courses qualificatives qui permettent d'établir le reste de la grille de départ, Lilian, si on doit... C'est ça, c'est bien résumé. Et puis aussi de connaître du coup les derniers qualifiés C'est ça, hors charter. et les éliminer, du coup. Oui, parce que pour rappel, en tout, ils étaient 6. Ils étaient 6, ils étaient 42 pilotes engagés, donc comme il y a 36 charters, ils étaient 6 qualifiés d'open, à devoir se qualifier sur la piste. 2 se qualifiaient autant Oui, c'est le ça. mercredi. Donc c'était, lors des qualifications, c'était David Ragan Anthony et Alfredo, Anthony Alfredo, qui étaient sûrs, quel que soit leur résultat des duels. ça c'était la première chose à retenir. C'est ça. Et après, lors des duels, il restait donc 2 places, une dans chaque duel, pour 4 pilotes, 2 dans chaque duel. C'est ça. Et le meilleur des deux Et le à sa, meilleur, à sa place pour dimanche. c'est ça. Et dans les 4, il y avait quand même, première fois de l'histoire, Lilian, un pilote présent au Hall of Fame, Jimmy Johnson. Jimmy Johnson, voilà, pour sa première course sur une Toyota en plus. C'est ça. Petit fait à noter. Donc c'est sa première course sur Toyota et c'est le premier pilote de l'histoire à être pilote et pensionnaire du Hall of Fame. Voilà un petit peu pour présenter Jimmy Johnson pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Hein. Il est quand même juste cette fois champion IndyCar NASCAR, pardon. Oh là. Non, j'avais ma feuille et j'ai vu IndyCar et j'ai fait non, c'est vrai qu'il est passé par l'IndyCar, mais il en gardera pas un souvenir Il est impérissable. loin de ce palmarès pour. Oui, c'est ça. Donc voilà. Donc les Alors, qualifications, donc première ligne Ford, hein, tu voulais parler des qualifs, donc on va reprendre chronologique. bah exactement. Première ligne Donc première Ford. ligne Ford, ouais, On... avec donc Joey Logano en 49 secondes 465. Oui. Et puis bah, à ses côtés, Michael McDowell, hein, donc première ligne Ford, voilà. Ce qui n'était pas arrivé depuis un bon moment. Hein. On a été habitué quand même à la domination des Chevrolet, notamment de la Hendrick ces dernières saisons. Bah oui, depuis 2013, la première ligne avec Carl Edwards. C'était ça, hein. Attends, je te dis ça tout de suite. Tu dis 2013. Ouais, il me semble que c'est 2000. Alors, 2013. Hop, tac, Ou ici, 2012 Daytona même. Non, peut-être 500. même 2012. Non, non, 2013, c'est. Oui, 2013, Non, c'est Danica Patrick. oui, c'est ça. Donc c'est Tu me dis. 2012. Alors, 2012, je te dis ça tout de suite. Tac, Daytona 500. Paul. Ah, c'est ça, c'était Carl Edwards, ouais. Ouais. Et alors, du coup, qui était à ses côtés? C'était Greg Biffle, son C'était Greg coéquipier de Biffle, c'est l'époque. un autre pilote Ford. C'est Donc, ça. donc, donc voilà, on attendait la Hendrick, on attendait les Chevrolet. Bon, les Chevrolet sont en embuscade hein, Oui, il n'y a pas sur non les plus, temps de... c'est pas la Barrezina. Non, sur les temps de qualif, c'est tout sauf un scandale. Puisque donc Logano fait la pole devant McDowell et derrière on a Larson, Cindric, Elliott, Byron, Dillon, Kyle Busch,
Ross Chastain et Harrison Burton. Donc voilà pour ceux qui avaient intégré le top 10. Et quand on voit ça, Lilian, la première question qui nous est venue en tête, c'est où sont les Toyota? Ah bah oui, c'est sûr qu'elles sont un peu attendues, puisque bah, comme les Ford, de pas nouveaux châssis, mais comment dire, nouvelle carrosserie. Voilà, je trouve le bon mot. Nouvelle carrosserie. Et bah oui, là, pas de Toyota. Et la première, elle est loin, elle Elle est est loin. au-delà du top 20. C'est Eric Jones, 22e. Eric Jones, ouais, c'est ça, Eric Jones, 22e. Donc, voiture du Legacy, c'est même pas une voiture Gibbs. Oui, bon, après, voilà, on va dire, ouais, c'est affilié Gibbs, donc c'est pareil. Oui. Après, bon, on le sait, hein, là, les voitures sont seules en piste. On sait que c'est pas du tout les mêmes conditions qu'en course. C'était un premier enseignement à ce moment. Exactement. Et c'était surtout, Lilian, le plus gros écart entre un poleman et une voiture Toyota depuis l'arrivée de la Toyota en Cup en 2007. Jamais une Toyota n'avait pris plus de 6 dixièmes de seconde. Le record, c'était en 2007, c'était 499 millièmes. Et, Ça commence à faire, c'est sûr. et c'est aussi la pire place en qualif au Daytona 500 pour une Toyota avec cette 22e place, qui n'est pas la place sur la grille, mais voilà. Et le record précédent, c'était une 21e place, et on avait quand même très souvent eu des pilotes Toyota dans comment- dans le top 10 des qualifications des Daytona 500. Là, c'est un petit peu une anomalie, mais beaucoup se sont excités. Je sais pas ce que t'en penses, Lilian, en disant ouais, ça y est, Toyota, ils ont tout foiré, ils ont pas la vitesse, ça sent la saison de merde pour eux. Bah, moi, je reste sur ce que je viens de dire, c'est que là, les voitures étaient seules en piste. C'est pas du tout les mêmes conditions en course. Bah, bon, on va y revenir après, hein, mais Ouais, je sais pas, il est beaucoup trop tôt pour tirer déjà une première conclusion sur cette nouvelle voiture. bah, la première conclusion, c'est oui, ça va pas assez vite à Daytona en étant seul en piste. Mais comme le principe de Daytona, d'Atlanta la semaine prochaine, c'est d'être dans le paquet et de surtout pas perdre le paquet, tant que tu vas bien dans le paquet, tout va bien. Toyota n'a jamais été intéressé par la pole au Daytona 500, ils l'ont jamais faite. Bon, c'est pas non plus complètement une surprise et complètement anodin de les retrouver derrière. Après, ça dépend, voilà, des réglages course ou non lors des qualifications. Et puis, enfin, on l'a dit, hein, Hendrick a monopolisé l'épaule ces dernières saisons. Ça s'est pas traduit par des victoires. Donc ouais, Toyota un petit peu en dedans, mais finalement quand on regarde les duels, il y a zéro inquiétude pour Toyota qui remporte les deux duels. On va y revenir un petit peu après. Et juste pour terminer sur ces qualifs, donc on l'a dit, on connaissait les deux qualifiés au temps, qui étaient David Ragan et Anthony Alfredo. Ouais. Donc on passe au duel de jeudi soir, dans la nuit de jeudi à vendredi pour nous en France. Et ben, encore une fois, Lilian, j'ai envie de dire que d'année en année, ça se répète un petit peu. Euh, une plutôt calme et une seconde plus agitée. En tout cas, oui. En tout cas, une des deux où il y a un accident impliquant de nombreuses voitures. Ouais, ouais, clairement. Et ça se vérifie, ouais, c'est vrai qu'on a souvent pour habitude de se le rappeler entre nous, et c'est ce qui s'est passé, oui. La première étant plus calme, même si on a eu une neutralisation, bon, c'était plus un incident qu'un accident. Par contre, oui, c'est sûr que la deuxième avec Ryan Blaney, ça a quand même tapé très très fort. Oui, oui. Sur la première, Johnson s'en sort très bien. On manque d'avoir aussi un accident à l'entrée au stand pour le seul ravitaillement de la course sous drapeau vert, Oui, 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 exact, oui. avec la C'était Gibbs de mémoire. Hein, je crois que c'est il y a Ty Gibbs qui fait un peu la boule de bowling. qui se fait déstabiliser par Par c'est Truex ou Austin Dillon. Dillon. Ouais, c'est Dillon. Oui, c'est Austin Dillon, oui, c'est ça. Bah, en même temps, il lui passe devant. Austin Dillon, rien. Ouais. Ouais, ouais, c'est. Ça aurait pu mal finir, mais bon, ça va. Il a bien rattrapé la voiture sans encombre. C'est ça. Et du coup, une première duel, Lyon remportée par.
Tyler Reddick, la 2311. Exactement, Tyler Reddick. Alors qu'on avait quand même 12 Chevrolet sur 21 voitures dans cette duel. Oui, oui, oui. Dont les 3 Chevrolet Hendrick. Et puis, bon, bah, la Hendrick ne l'a pas joué en équipe dans le dernier tour, notamment dans la ligne droite arrière. Et bon, bah, il s'est passé ce qui s'est passé, hein. Ouais, mais après, enfin, on avait 12 Ford dans la seconde duel, hein. C'est pas une Ford qui gagne non plus. Oui, non, non, Donc, mais, non, non, mais c'est ça. Comme quoi, les détracteurs de la nouvelle Toyota, bah, je pense que quand on voit les deux duels, ah bah là, ils se sont fait clouer. et on est bien plus, voilà, et on est bien plus proche des conditions de course de dimanche, Oui, savoir des courses en paquet, bah voilà, les Toyota, j'ai cru. attention aux Toyota. J'ai cru que t'allais dire on est plus proche des conditions de course de dimanche parce que la course sera en nocturne. Non, 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 c'est plus pour le fait que les courses soient en paquet, Oui, oui, pas, c'est ça. pas l'heure à laquelle la course va se dérouler. Bon, ça malheureusement, Mais on en a déjà parlé, ça sent pas bon, mais ça on y reviendra. c'est ça. Donc Tyler Reddick qui s'impose devant Chase Elliott, Alex Bowman, Carson Osvar, Eric Jones. Donc 2 Toyota, 3 Chevrolet dans le top Pour le 5. top 5, ouais. Et C'est... après, au niveau des qualifiés Open, eh ben, on a Jimmy Johnson qui de peu s'y termine devant Gigi Yeli. Il C'est termine ça, Johnson 12e. finit Ouais. 12, ouais, Gigi Yeli 16, Ouais. qui a remplacé Greg Biffle un petit peu au pied levé dans la voiture dans la Chevrolet 44. C'est ça, il avait comment il avait appris sa titularisation que dans le courant de la semaine. Donc c'était pas Qui s'est bien forcément le défendu, plus hein, sûr. Gigi Oui. Yeli, qui a fait ce qu'il pouvait, mais bon, là, malheureusement, Jimmy était au-dessus. Ouais, je sais pas si c'est au-dessus. Non, pour moi c'est plus à l'expérience qu'autre chose, hein. Parce que il faisait pas le malin dans le dernier tour. Avec suite à son accident, la voiture était légèrement endommagée. Et on en parlait lors du direct, hein. J'ai trouvé que c'était dangereux de se laisser glisser le peloton. Pour toi, non, parce que Gigi Ellie était loin, et c'est vrai. Sauf que bah, malheureusement, Jimmy Johnson a été pris dans un accident. Bah, au moment où il se laisse glisser, si tu veux, Gigi Ellie est à 15 secondes de la tête, et Oui, lui il était à 1 seconde 5 en fond de peloton. Donc c'était pas forcément dangereux. Après, euh, il y a eu un accident et il s'est retrouvé pris dedans. Bon, c'est le jeu. Mais je pense que la stratégie était intelligente dans le sens que on se mettait derrière, on évitait le potentiel incident en plein milieu du paquet qui là aurait été dévastateur parce qu'il aurait été pris dedans et c'était abandon direct et pas de Daytona 500. oui, parce que là, en fait, il y avait personne derrière, donc personne ne l'a percuté. C'est ça. Donc, Et donc voilà. Anthony Alfredo, même s'il terminait devant Johnson, n'était pas une menace puisqu'il était déjà qualifié au Oui, c'est temps. ça. Oui, oui, c'est ça. Donc il termine Euh, 19e, mais Ouais, c'est ça. Johnson serait quand même serait passé au temps si Alfredo avait terminé devant Johnson. Donc, il n'y avait pas forcément d'inquiétude de ce côté-là. Mais le petit incident, pour moi, a fait que euh, la voiture en fin de course n'était pas exceptionnelle. Et Johnson avait quand même un petit peu besoin d'aide et tout s'est joué dans le dernier tour. oui. Donc voilà. Après, on parlait de Chevrolet. Les Hendrick n'ont pas forcément bossé ensemble, mais très forte impression des Hendrick sur la course en paquet. Larson a été très bon. Elliott et Bowman, pareil. Byron, c'était correct aussi. Pour moi, ça pousse très très bien. Et cette année, on n'a pas fait la pole. Mais on a quand même une super voiture. On a l'air d'avoir une très bonne tenue de route. Euh, j'ai envie de dire attention à la Hendrick. Il ne faut pas oublier que lundi, c'est les 40 ans de la première course de la Hendrick. Il y a une belle Et histoire à écrire, c'est sûr. cette année, c'est les 40 ans de la Hendrick en Cup. Quelque chose me dit que les courses importantes, ils vont les soigner. Je sais pas pourquoi, hein, mais moi je vois bien une victoire Hendrick au Daytona 500, au Coca 600, au Southern 500. Oui, on a laissé les duels au Toyota, on a Et, laissé la pole au Ford. et au Ce qui Brickyard compte, c'est 400. dimanche. Ouais, et une victoire au Brickyard 400. Et pourquoi pas? Oh oui, je le vois bien comme ça. Après, je peux me planter, hein, mais souvenez-vous 2014 pour les 30 ans. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, donc, ouais, donc pour moi, la Hendrick, faudra la suivre. Un qui a fait bonne impression,
Enfin, on peut même faire, si on regroupe les deux duels, deux qui ont fait bonne impression, c'est les deux rookies de chez Spire, Osvar et Smith, hein. Solide, clairement. Comme tu dis, hein, ça reste des rookies, mais ils ont fait le taf. Pas Ouais. d'erreur, ils n'ont pas provoqué d'accident, comme ça peut être malheureusement parfois le cas avec des rookies. Hum, Et ouais, non, très solide. ouais. Et particularité de ces deux duels, les deux vainqueurs n'ont mené que le dernier tour. Ah, j'avais pas noté, tiens. Tyler Reddick et Christopher Bell n'ont chacun mené qu'un seul tour. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour la première duel. Et la seconde, on l'a dit, Lilian, c'est Christopher Bell qui s'impose devant Austin Cindric, Denny Hamlin, John Hunter Nemechek et Harrison Burton. Donc là, forcément, c'était déséquilibré avec 12 pilotes Ford. On en retrouve 2 dans le top 5. On a 3 Toyota dans le top 10, dans le top 5, pardon. Là, on n'a pas de Chevrolet, hein. La première Chevrolet, c'est Byron, 8ème. On a Non, Zane Smith, sixième. Zane Smith, 6ème, pardon, j'avais raté la ligne. C'est pas grave. Allmendinger est 13. Donc voilà, on avait moins de Chevrolet. Donc c'est pas forcément illogique Oui. que ça ne se traduise pas en termes de résultats. Donc Bell qui s'impose devant Cindric, on l'a dit. Mais par contre, gros accident au 47e tour avec Kyle Busch, avec Riley Herbst, avec Noah Gragson, avec Josh Berry et surtout avec Ryan Blaney qui prend une cartouche assez sévère. Ouais, Ryan Blaney déstabilisé par frère, hein, William Byron. Et derrière Byron, c'était, je ne sais plus. En tout cas, enfin bon, Il y avait Kyle Busch et Keselowski sur je crois que l'extérieur. je crois que c'est ça, ce d'être Keselowski qui est derrière William Byron, qui le déstabilise et Byron va déstabiliser. Après, tu lui dis, ouais, carton monumental pour Blaney sur le mur extérieur. La voiture complètement pliée à l'avant droit. Donc là, ce sera backup Bah, pour Blaney pour la course de dimanche. Ça, c'est clair. Blaney, Kyle Busch, Herbst et Gragson, hein. On va pas se mentir. Même Berry. Non, Berry, non. Si, Berry aussi. Après, voilà, c'est vrai que on en a parlé lors du direct une nouvelle fois. On n'est pas à l'abri peut-être d'une absence de Ryan Blaney pour commotion, hein, qui sait. Ah, l'image, elle est pas belle. On aime vraiment pas voir ces images. Et le ralenti, on l'a vu un paquet de fois pendant le direct, Lilian, et on s'est posé la question. On voit bien la tête faire avant-arrière 2 fois. Ouais, oui. Il y en a qui ont raté des courses pour moins que ça. Maintenant, ouais, ouais, ça devient pas légion, mais bon, on joue la sécurité avant tout. Et ouais, là, vu ce qu'il prend, Ouais. c'est. Mais bon, ouais, sur une course qualificative, c'est dommage, quoi. Encore une fois. Bon, après, voilà, ça fait la course aussi, c'est pas le train-train, hein. Mais oui, c'est vrai que là, si le champion en titre vient à manquer la course parce qu'il est blessé, c'est dommage. C'est dommage. Après, À suivre. Là, on n'a pas encore d'infos à l'heure où on enregistre. non, il n'y avait pas il y avait pas d'infos au moment de débuter l'enregistrement. On verra bien si ça se trouve, tout va bien pour Blenny et tant mieux. En tout Mais cas, on l'a vu rapidement en interview sur la Fox une dizaine de minutes après l'accident. oui, À suivre les examens, peut-être plus poussés après. exactement. Sur cette seconde duel, qu'est-ce qu'on avait de plus à retenir, Lilian? Les qualifiés, encore une fois, hein, avec Oui, donc là, donc Ragad était qualifié, donc lui, voilà, il était moins intéressant. Par contre, c'était entre Casgrala et et BJ McLeod. BJ McLeod, voilà. Et pareil, un BJ McLeod sans sponsor qui a fait ce qu'il a pu. Et ça s'est joué en fin de course. Et finalement, c'est Casgrala qui arrive à décrocher le dernier ticket pour la course de dimanche. Exactement. Donc sont éliminés Donc BJ Lignelli et McLeod, BJ McLeod. c'est ça. Donc, euh, donc voilà un petit peu pour Et donc là, voilà, on a la grille au complet, la la, grille de départ pour dimanche. la grille de départ, donc avec Joey Logano et Michael McDowell en première ligne. Et ensuite, les places impaires, c'est l'ordre des places de la Duel 1, et les places paires, c'est l'ordre des places de la Duel 2. Donc Tyler Reddick, 3e, Christopher Bell 4e, Chase Elliott, Cindric, Bowman, Hamlin, Osvar, Nemechek pour le top 10,
et on descend jusqu'à la fin. Et la dernière ligne est composée de Anthony Alfredo et David Ragan qui se sont qualifiés sur les duels. Donc voilà un petit peu Bon. pour la grille de départ. Jimmy Johnson, on en parlait, il sera 23e sur la grille. Est-ce qu'on a des grosses surprises? Kyle Busch 34e, mais de toute façon il partira à mon avis Oui, mais encore plus loin. ça c'est dû à l'abandon, oui. Ouais, Ryan Blaney 32e. Enfin voilà, on retrouve forcément la photo des résultats. Il n'y a pas forcément de surprise. Après, on aura peut-être encore des pilotes qui partiront de l'arrière parce que backup, parce que changement d'une pièce ou de voiture à l'issue des essais du vendredi et ou du samedi s'ils ont lieu du fait de la météo. Donc voilà, ça c'est. Et puis après, à Daytona, on sait que tout peut aller vite, hein. Donc il y aura des arrêts sous drapeau vert, il y aura des accidents. Voilà, on peut largement se rattraper. Et on a 3 segments pour cette course de Daytona, 2 fois 65 tours, une fois 70 tours. Donc, en théorie, sous régime de drapeau vert, on a au moins un arrêt sous drapeau vert sur chaque segment. Ouais, aux alentours des 40 tours. Voilà, en gros, on fait 40 tours. Alors, est-ce que les pilotes et les écuries partiront sur la stratégie on part du 0, on va jusqu'au 40, ou on s'arrête au 25e tour parce qu'on est à 40 tours de la fin du segment? C'est souvent un peu ces deux stratégies-là qui C'est s'affrontent. ça. Et après, reste à voir comment ça travaille entre voitures d'un même constructeur, parce que clairement, ça va encore être Chevrolet contre Ford contre Toyota. Oui, bah Avec, oui, de toute façon, au niveau des arrêts, c'est toujours ça, globalement. c'est ça. Et après, tu auras des alliances de circonstances en fin de course Avec les rescapés. avec les survivants, c'est ça. Tu veux peut-être les horaires, mon cher Lilian? Eh ben, si tu les as, allons-y. Oui, je les ai. Alors, officiellement, je les ai. Après, Après, tu tiens pas compte de Mère Nature, hein. Dame Nature, elle est bien partie pour nous casser les pieds, hein. Et on Euh, reste poli. on reste très poli. Donc je vais juste vous donner la cup, hein. Même si vous avez tous les horaires sur US Racing. Euh, donc la cup, la course est prévue à 14h30 dimanche, donc 20h30 heure française, pour 200 tours et 500 miles. Maintenant, si on prend notre casquette je raconte ce qui se passe au niveau de la météo, Lilian, Là, ça se complique. on va pas se mentir, hein, parce que on n'est pas comme ça nous, hein. ça, ça pue sévère. Ça pue sévère. Les prévisions étaient déjà pas bonnes en début de semaine et elles sont toujours pas bonnes à quelques jours de. C'est ça. Si on prend déjà pour samedi la dernière séance d'essai et la Xfinity, euh, il pleut une bonne partie de la matinée, dans l'après-midi et toute la nuit. Donc il y a quand même des chances que la dernière séance de Cup, l'Arca et la Xfinity, ça soit reporté. Quand on regarde pour dimanche, mon cher Lilian, il pleut toute la nuit. Ça s'arrête au petit jour. Mais on n'ira pas faire la fiesta, crois-moi. Il repleut en fin de matinée. Il pleut à 14-15 heures. Il repleut à 18 heures. Mais entre-temps, c'est sec. Et après, il repleut vers 23 heures. Selon les différentes sources météo. C'est assez humide. Donc on n'est pas à l'abri d'un départ vers 16h30 heure locale, donc 22h30. On fait un petit segment, il repleut, on bâche, on sèche, on repart vers 20h heure locale et on termine à 23h. Là, comme ça, quand tu regardes la météo, c'est un peu comme ça que ça se présente, hein. Dans le meilleur des mondes, ça serait comme ça. Donc Ouais. on verra bien, hein, mais... Après, c'est pareil, hein, le temps de séchage en fonction du taux d'humidité qui sera élevé. Puis les 2 miles et demi, il faut les sécher, hein, donc. Oui, bon après, c'est Daytona, ça a déjà été le bordel au clash. Je pense qu'on a suffisamment de sécheuses, mais on n'est pas à l'abri Ah de... bah oui, oui, oui. On n'est pas à l'abri de Dame Nature. Et On Et aura voilà. toute l'armée de Air Titan qui sera là.
qu'il faut pour essayer d'être le plus rapide. C'est ça. Et surtout, enfin, être le plus rapide, mais renvoyer les pilotes dans des conditions sécures. Parce que si Oui. c'est pour qu'au premier virage, il y ait la moitié du peloton qui dégage parce qu'il y a une tache d'humidité, c'est dommage. Donc, donc voilà, donc à suivre, en tout cas, restez sur US Racing et notamment sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Je pense que dès qu'on aura les informations, on vous les publiera histoire que vous sachiez à quoi vous en tenir. Parce que bah, on n'est pas à l'abri d'un report de course et d'une course qui aura lieu potentiellement en nocturne ou lundi si le taux d'humidité est trop important et qu'on n'arrive pas à sécher la piste. On pourrait avoir des courses ce lundi, Lilian, puisque la météo a l'air plus agréable lundi, mardi. Après, on en parlait en off, hein. Il faut pas se leurrer, hein. D'un point de vue audience télévisuelle, ils vont essayer de tout faire pour la maintenir le dimanche, hein, quitte à ce que ça finisse tard. Les gens Bah, seront en tribune, les gens devant la télévision seront à la maison, puisque c'est dimanche, ils ne bossent pas. Ils vont essayer de tout faire pour sauver l'audience comme ça, hein. Et c'est oui, logique. oui, oui, bah, ça leur est déjà arrivé. Mhm. Euh, clairement, il faut que ça parte dimanche. Clairement, il faut que ça parte. Après, si ça ne peut pas partir, ça partira pas. Mais ils vont tout faire pour que ça parte dimanche. Même si tu dois avoir une interruption après un segment, ils feront tout pour que ça parte dimanche. Mais ça, après, On voit ça dimanche, ouais, en fin de on, journée chez nous. on verra ça dimanche. On suivra ça de près. Lilian, on en a parlé brièvement quand même pendant le résultat des duels. On a quelques rookies cette année et on va faire un petit peu le tour des différents rookies puisque cette année il y en a quand même 12 répartis sur les trois séries nationales. Si on commence du côté de la Cup, on a Casgrala qui va se répartir entre la numéro 15 de la Require Racing et la numéro 36 de la Front Row Motorsports. Casgrala qui a réussi à se qualifier pour les Daytona 500, on le rappelle. C'est ça. Ensuite, bah ça, bon, vous le savez, on en a déjà parlé, hein, Josh Berry, forcément, qui remplace Kevin Harvick dans la Ford Mustang numéro 4, Ouais. chez Stuart Haas, pardon. Exactement. Chez Spire, on en a deux pour le prix d'un, hein, Lilian. C'est ça. Puisqu'on a Zane Smith dans la 71 et Carson Osvar dans la numéro 77. Donc voilà pour les quatre prétendants au titre de meilleur débutant de la saison en Cup pour 2024. À vos pronos pour le meilleur des quatre. Qu'est-ce que j'ai dit Je crois que j'ai dit. Je crois qu'il y a du Smith et du Osvar sur US Ah ouais, Racing. c'est vrai que oui, globalement, je pense que ça va tourner autour de ces deux-là, hein. Ouais, ouais. Faudrait que Je j'essaie suis assez de. d'accord, ouais, c'est vrai que Zane Smith, ça paraît presque évident, hein, mais ouais, on demande à être surpris, hein. Exactement. Pourquoi pas un Josh Berry qui explose. Effectivement. Je te laisse commencer en Xfinity. Eh ben, la Xfinity, on va commencer avec chez Childress, avec Jesse Love qui arrive de l'Arca, très prometteur, dans la numéro 2. Ouais. Effectivement. Et ensuite, on aura Shane Van Gisbergen, donc qui n'est pas un inconnu hein, pour ceux qui suivent les sports automobiles mondiaux. Ancien pensionnaire pardon, du V8 Supercars australien. Je crois qu'aujourd'hui on dit plus que Supercars, mais je crois que j'y arrive pas. Oui, c'est. Euh, donc voilà, il sera dans la Chevrolet numéro 10 de la Colleague Racing, en plus de ses quelques piges en Cup. C'est ça. Il y a également dans la numéro 4 de la GD Motorsports, il y a Dawson Cram. Effectivement, je l'avais oublié. C'est pas grave, je te rattrape. Exactement. Et une pilote qui est très attendue. Je te laisse la dernière, c'est ça. Et Hailey Deegan, dans la Ford numéro 15 de l'écurie AM Racing. Euh, Très très attendue. Mais après, est-ce qu'elle a les moyens de ses ambitions ou l'ambition de ses moyens? Ça reste Bah, ouais. c'est à suivre durant la saison, hein. Ça reste quand même ouais, un gros point d'interrogation, hein, parce qu'elle était quand même, elle était très attendue en truck. Enfin voilà, je sais pas, elle a fait quoi? Deux, trois top 10? Pas plus?
en Ouais, plusieurs saisons. C'est ouais. ça, hein, de tête, je te dirais ouais, deux ou trois. Elle Je a vois fait pas. quelques performances. Ouais, oui, voilà. Donc, Est-ce que la voiture d'Xfinity lui conviendra mieux? Bah, on demande que ça, hein. oui. Mais bon, on verra bien. Je C'est suis en train ça. de revérifier en même temps que tu me parlais. Eh ben, écoute, Effectivement, en attendant, je vais en parler des rookies en truck. ouais, c'était 5 top 10 pour Ah, Eddie 5. Dugan. Bon, tu vois, j'avais dit deux trois. Bon. Ouais, et on a oublié un pilote en Xfinity. On a oublié Leland Honeyman chez Young's Motorsports. Eh oui, exact. Ensuite, tu disais en truck, je te laisse Donc en commencer. truck, donc on va commencer avec le fils de Scott Riggs, Lane, Oui, qui sera exact, chez Front Row, donc qui remplace Zane Smith dans le track 38. exactement. On continue avec un fils d'eux ou un petit-fils d'eux, en l'occurrence petit-fils de Richard Petty, dans la 46 de chez Faction 46. C'est Sad Moffitt. Oui, c'est ça. Et après, dans le truck 66 de la Torsport, ce sera Connor Jones. Et exactement, voilà un petit peu Et là, je pense qu'on a été complet sur les rookies. pour les différents prétendants. Et on s'était livré un petit pronostic sur US Racing. Pour ma part, j'avais dit Zane Smith, Jesse Love et Lane Riggs. Arnaud a dit Carson Osvar, Jesse Love et Seth Moffitt. Et toi, Lilian, tu as dit J'avais dit pareil qu'Arnaud. T'as copié le chef. je me mouille pas, ouais, voilà. Fayot. Il en faut. Exactement, il en C'est faut. comme ça qu'on marque des points, tu sais. Exactement. Et Adrien, il a dit je vous donnerai le résultat après Phoenix, en fin de saison. C'est une stratégie. C'est une stratégie comme une autre. Mais bon, pas sûr que ça fonctionne. Lilian, on a fait le tour de la NASCAR, je pense. Hein. Oh oui, Ah largement. non, 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 si, petite info quand même. On n'a pas parlé, enfin, c'est à retrouver quand même dans l'article de présentation de la course. Si je te dis 28 35 991, Lilian. Ah, comment? La somme à se répartir entre les 40 pilotes pour les Exact, Daytona 500. exactement, et c'est une somme Et c'est un record, oui. record. À titre de comparaison, en Xfinity, c'est 3 510 021 dollars. Et en truck, c'est 1 58 336 dollars. Histoire Ah, que vous ayez les comparaisons. En c'est Xfinity, pas mal, hein. ils sont 38 et en truck, ils sont 36. Donc, il y a une légère différence. Donc voilà, on a vraiment fait le tour de ce qui se passe du côté de Daytona. Et on va terminer avec de l'IndyCar, Lilian, puisque l'info est tombée le 14 février, jour des amoureux du sport automobile. Euh, c'est pas ça qu'il fallait dire. J'avais pas vu venir cette phrase, mais c'est rire. Donc Nashville sera toujours l'hôte de la finale en IndyCar, mais ça devait être dans les rues de Nashville. Et 3 ans, pendant 3 ans, on était autour du Korean Bridge. Et pour 2024, on devait déplacer en grande partie le tracé du fait de la construction du nouveau stade des Tennessee Titans, l'équipe de NFL de Nashville. C'est ça. Et puis bah finalement c'est tellement compliqué avec les travaux pour ce stade que bah Ouais, c'est je ça. pense que c'est une très bonne chose pour tout le monde, hein, puisque a été décidé de déplacer complètement la course du centre-ville au Super Speedway. C'est ça, au Super Speedway, Donc le Nashville Super Speedway qui est situé à Lebanon, dans la banlieue sud-est de Nashville. Parce qu'en fait, ce qui se disait, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de place pour pouvoir accueillir les écuries dans le centre-ville, pour pouvoir faire les paddocks de manière sécurisée pour tout le monde et sans que ce soit le bazar, pour rester poli. non, puis c'est, enfin, au-delà de ça, c'est quand même une excellente chose, hein. On est les premiers à plus d'ovales au calendrier IndyCar. Et là, qui plus est, on nous rajoute un speedway rapide qui va, on va dire, un petit peu, entre guillemets, remplacer la perte du Texas. Exactement, c'est un ovale de 1,33 miles, Nashville.
Et du coup, ce sera la 7e course de la saison sur 17 sur ovale. Et puis une première depuis 2014. La finale Finale sur sur ovale. Oval. Voilà. Exactement. Bon, à l'époque, c'était sur le regretté Autoclub, hein, qui est en cours de démolition, si ce n'est pas terminé. Ouais, Mais ouais, il en est exactement. ainsi pour l'Autoclub. Et exactement. Mais après, bon, à voir, est-ce que c'est juste un one-shot le temps que les travaux terminent, ou si voilà, les retombées sont là, qu'on a un beau spectacle pour la finale de la saison, est-ce qu'on pourrait être amené à rester sur l'Oval plutôt que d'aller dans le centre-ville? C'est ce qu'on espère en tout cas. À voir un petit peu ce que décidera le grand promoteur à l'issue de la course de 2024, hein, puisque de toute façon le stade de Tennessee Titans, je crois, ne sera pas fini même en 2025. Donc il y aura une décision à prendre. Euh, et du coup, on l'a dit, 7 courses sur ovale en 2024. La première, l'Indy 500 le 26 mai. Et ensuite, il faudra attendre le 13 juillet et le 14 juillet pour les courses sur l'Iowa Speedway. Le 17 août, le Worldwide Technology Raceway. 31 août, 1er septembre, Milwaukee. Et le 15 septembre, Nashville. Donc, les 3 dernières courses et 4 des 5 dernières sont sur ovale. Et 6 des 8 dernières, si on va Eh, jusqu'au bout. si ça, c'est pas un calendrier aux petits oignons pour un Joseph Newgarden. En tout cas, la fin, Ouais. s'il est toujours sur la même dynamique sur les ovales, petit ou grand, Bah, il y a pas de raison qu'il ne soit pas sur la même dynamique. Après, on n'est pas à l'abri d'incidents, d'accidents et compagnie. après les lois des séries, hein, on sait jamais, Mais mais clairement, c'est quand même aujourd'hui le meilleur pilote sur Oval en oui. IndyCar et de très loin. Après, ça veut pas dire que ça gagne à chaque fois. Et heureusement. Mais ça Mais, reste si- la mais si, référence. mais s'il est bien placé avant ces dernières courses sur ovale, Ah, il va être clairement, il va avoir la pancarte, hein. ça peut être boucherie. Hein. Oh oui. Surtout que, enfin, il est très bon, enfin, sur tous les types d'ovales, mais Mm, mm. notamment sur les short tracks. Hein. Je veux dire, Oui, bon, Iowa, c'est un peu chez lui. un tout petit peu. Gateway, Milwaukee, pas mal aussi. Mm, mm. Donc on verra bien. Mais c'est vrai que la fin de saison est plutôt propice à un Joseph Newgarden. Faudra pas l'enterrer après Mid-Ohio ou même après l'Iowa au moment enfin même Toronto après la pause estivale pour les Jeux Olympiques. Hein. C'est L'enterrer clair. serait une grosse bêtise. C'est Donc, clair. euh, donc voilà, après on n'y est pas encore, la saison d'IndyCar qui débutera le 10 mars, Lilian, dans les rues de Saint-Pétersbourg, en Floride. Comme d'habitude. Et 15 jours plus tard, on aura la All-Star du côté du Thermal Club Sur en en Californie. Californie. En Californie. Donc voilà, on aura largement le temps de revenir sur cette saison IndyCar, mais on voulait quand même parler de ce changement de dernière minute du côté de Nashville, qui est tout sauf anodin. Ah bah, puis même une excellente nouvelle, j'ai envie de dire, hein. C'est même pas que Oui, c'est anodin, c'est que c'est une excellente nouvelle. oui. Après, voilà, il faut que ça se traduise par ouais, des courses intéressantes et puis quand même du monde en tribune, quoi. Il y a aussi ça, hein. C'est ça. Clairement, c'est pareil, là, on a refait un pari sur l'Iowa, personne en tribune, Oui. Bon, après, bah, ça ne restera pas. ouais, mais Ivy a tellement investi pour sauver l'Iowa Speedway que bon, il y a quand même un juste retour des choses à avoir des courses sur l'Iowa pour Ivy, qui est sponsor titre des 2 courses. On verra bien. J'ai dit Iowa, je me suis trompé, je voulais dire Milwaukee, excuse. Ah, oui, d'accord, ok. On a refait, ouais, non, on a refait un pari sur Milwaukee. Ah, bon, après, pareil aussi, il est revenu récemment, mais je voulais dire plutôt Milwaukee qui va revenir au calendrier cette année. Ouais, Parce qu'il était revenu, il est reparti. Mais ouais, si ça se traduit pas par des tribunes bien remplies, ça va pas le faire longtemps, malheureusement. exactement. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur la partie IndyCar. Lilian, de toute façon, on refera une émission, je pense,
en marge de l'ouverture de la saison pour reparler de l'IndyCar. Est-ce que ce sera sur Splash and Go, est-ce que ce sera sur Overtime, ou est-ce que ce sera un peu des deux? On verra bien en fonction de l'actualité et de tout ce qu'il y aura à dire. Mais ne vous inquiétez pas, on sera là. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Lilian, ou on s'arrête là-dessus? On a fait le tour, on est bon. On a fait le tour, on est bon. Je vérifie qu'il n'y ait pas de breaking news pendant qu'on a enregistré On sait jamais. du côté de Daytona. Mais non, ça va, ça a l'air d'aller à peu près bien. Donc, ah si, tiens, Chris Buescher qui est rentré en Caroline du Nord. Ah ouais. Auprès de sa femme Emma et de sa fille Charlotte pour la naissance de leur Ah seconde oui. fille. D'accord. Il reviendra du côté seconde fille, non, second enfant. On ne sait pas si c'est un gars ou une fille. Enfin, je me souviens plus de l'info. Et il reviendra dimanche matin pour la course. Et du coup, c'est David Dragan qui fera quelques tours dans la 77 en plus de faire des tours dans la 60. Ça va aller. Ça devrait le faire, ça devrait être sympa pour lui. Allez, on s'arrête là-dessus, on se donne rendez-vous samedi, dimanche pour ceux qui veulent suivre la Xfinity, la Cup, peut-être même lundi, hein, on verra, il faudra être patient. Et puis la semaine prochaine pour Splash and Go et Overtime sur les différentes plateformes. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Bonne fin de week-end, à bientôt, bye bye. Bye bye, à bientôt.